Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. Même quand c'est la grisaille, il y a plusieurs activités à faire au Kamouraska, dont la visite de la Maison Chapet et le grand salon des produits régionaux. Et pour ma part, je vous amène au symposium de peinture et chez Entre nous les paniers. Mais là, c'est plaisir d'été au Kamouraska, pas plaisir de pluie ou plaisir de grisaille. Donc, Pierre-Luc, moi, je veux du beau temps. Fait que, de moi, du soleil. Et voilà! Demandez et vous recevrez. Merci, Pierre-Luc. Merci, mais pas pour le vent. Oh, mais au moins, on a du soleil. Ouais, mais on peut pas tout avoir, Non, hein, c'est c'est sûr. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Le papa, le palapapa, palapalapa. Le 14 janvier 1833 marque le décret canonique de la fondation de la paroisse de Saint-Denis. Une première chapelle en bois fut construite en 1840. En 1850 fut bénie une nouvelle église en pierre construite dans une disposition peu habituelle, son portail faisant face au sud. Elle est la seule à l'époque au Kamouraska à avoir une orientation nord-sud plutôt que est-ouest. Elle sera incendiée le 9 mars 1886. On reconstruisit le temple actuel de style néo-gothique sur les mêmes murs d'après les plans de l'architecte David Ouellette, qui la coiffera de l'un des plus hauts clochers du comté. Bienvenue à la Maison Chapet. Nous sommes en compagnie d'Hubert Théberge qui va nous parler de la Maison Chapet. Bonjour, Hubert. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton salon. Ah, ça fait plaisir. Vous êtes les bienvenus. Merci. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut voir ici à la Maison Chapet? Bien, la Maison Chapet, c'est une maison victorienne de 1833 qui a abrité un des pères de la Confédération, qui était Jean-Charles Chapet, ainsi que son fils Thomas, qui est un grand historien du Québec. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que tout est d'origine ici? Bien, tout ce que vous allez voir dans les pièces les plus riches, dans le fond, le patrimoine est d'origine. 1966 pour la plupart des meubles. Dans les pièces plus modestes, il y a certains meubles qui sont d'origine et d'autres qu'on a reconstitués, mais qui sont d'époque quand même. Et parlez-nous de cette magnifique tapisserie qu'il y a autour de nous. Elle a quelque chose de particulier, cette tapisserie-là. Bien oui, c'est un papier peint panoramique. Autrement dit, l'idée, c'était qu'on était à l'intérieur et qu'on observait un panorama comme si on était au sommet d'une montagne. M. Chapet est un grand admirateur de Napoléon. Et il faut savoir qu'au Québec, à l'époque, on était une colonie britannique et on rêvait secrètement que Napoléon vienne nous délivrer des Anglais. Donc, un peu le pourquoi de cette tapisserie-là ici au salon. C'est une tapisserie reconstituée. Oui, exactement. En fait, la tapisserie avait passé au feu dans un feu mineur en début des années 1900. Un Noël, on éclairait aux chandelles à l'époque, elle avait brûlé. Et depuis 2 ans, on a fait venir les plans d'Europe. Et c'est un artiste d'ici, Étienne Rioux, qui aurait fait panneau par panneau chacun des fresques de cette tapisserie. Qu'est-ce que vous proposez comme visite? Je vois que je pense pas que vous vous habillez comme ça tous les jours, hein?
Dans tous les jours que je travaille, oui, je m'habille comme ça. En fait, c'est qu'on propose 2 types de visites. Une visite avec des guides, donc qui représentent la famille Chappet, M. Chappet, Mme Georgette, Stanislas, moi-même, l'employé du magasin, les domestiques. Et une visite avec une tablette numérique. En fait, c'est des gens qui partent avec une tablette. Toute la maison est en réalité augmentée là-dessus et on découvre à notre rythme toutes les pièces de la maison. Et je crois que l'été, vous faites aussi des activités extérieures. Oui, on a des super de beaux concerts. Tous les dimanches de juillet, on a les concerts gratuits dans les jardins oubliés qui sont derrière la maison. Donc, souvent de la musique classique, des artistes du Kamouraska. Et pourquoi c'est important de reproduire la Maison Chappet telle qu'elle était dans le temps? Qu'est-ce qui fait qu'on doit garder un tel attrait ici à Saint-Denis de la Bouteillerie? Ah, bien, c'était une rareté à l'époque. Il faut savoir qu'un père de la Confédération dans un petit village comme Saint-Denis, c'était absolument incroyable. On avait le ministre de l'Agriculture ici, on avait Thomas Chappet qui était un grand historien reconnu à travers le Québec, un ami du Duplessis qui est venu souvent à la Maison Chappet. Donc, c'était vraiment une famille d'exception qu'on avait ici, surtout par le rang social. Toutes les pièces sont très riches comparativement aux pièces des maisons d'agriculteurs du coin. Donc, c'était vraiment une fierté pour les gens de Saint-Denis de vous faire découvrir cette belle maison. Et une visite, ça dure combien de temps environ? Ah, ça dépend des gens. C'est une question qu'on se fait poser souvent. Je vous dirais entre 15 minutes pour les plus pressés. Ça peut aller jusqu'à 1h15 pour les gens qui sont vraiment mordus d'histoire. Parfait. Mais là, je vois qu'il ne me reste plus de thé. Tu me permets, je vais appeler la domestique. Allez-y. Je vais recommencer. Là, je vois qu'il ne me reste plus de thé, donc tu me permets, je vais appeler la domestique. Envoyez donc. Je vais recommencer. C'est vrai qu'envoyez donc, c'est plus habitant. Oui. Je vois qu'il ne me reste plus de thé. Si tu me permets, je vais appeler la domestique. Envoyez donc. Non, fais ça avec la main. OK, ouais. Ça va être C'est bon. la fonde. Je vais prendre une- Mais si tu me permets, je vois que je n'ai plus de thé, donc je vais appeler la domestique. Envoyez donc. Ici, c'est le bureau de poste, le premier de Saint-Denis. M. Chappet était maître postier. Vous voyez, il y avait seulement 19 casiers dans le bureau de poste, donc 19 maisons. Et à l'époque, on pesait les lettres parce qu'il n'y avait pas encore de timbre-poste. Donc, il y a une petite balance où ce que M. Chappet pesait chacune des lettres. Bon, bien, la bibliothèque, c'est ici qu'on accueille les gens qui viennent visiter la Maison Chappet. Donc, on leur présente la famille, les membres de la famille ici. Jean-Charles Chappet, père de la Confédération. Thomas, grand historien du Québec. Et les autres enfants, Jean-Charles Junior, Amélie et Georgette, qui a terminé vieille fille, malheureusement. Mais vous êtes privilégiés, vous l'avez rendu dans la chambre à coucher des maîtres, en fait. Monsieur et Mme Chappet dormaient les deux dans ce lit-là. C'était pas plus grand que ça. C'est un beau lit en noyer, style néo-rococo. Et il faut savoir qu'à l'époque, on dormait semi-couché sur la tête de lit parce qu'on craignait la mort. On craignait que si on dormait couché, ça attirait la mort. Donc, on dormait couché sur la tête de lit et assis, en fond, dans le lit. Et si on avait envie, durant la nuit, on ne pouvait pas aller aux toilettes, vous savez bien. C'était le pot de chambre, regardez. Le magnifique pot de chambre des Chappet. Je suis pas sûre que je vais ouvrir ça, là. Non, il est propre, je peux vous l'ouvrir. Et c'était la job de la dernière domestique qui était entrée en poste de vider tous les crachoirs, tous les pots de chambre. Donc, un vrai privilège pour la domestique Chappet. Bon, bien, si vous avez faim, bienvenue à la salle à dîner. On a un beau mobilier d'origine en noyer, encore une fois. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les meubles ici et ceux du salon avaient coûté 200 $. Ils venaient de chez Philippe Vallière à Québec, le marchand qui avait meublé le Parlement, entre autres. Vous voyez la belle table en noyer ici. Tout d'origine. Oh, excusez. Tout d'origine. Les couverts, la vaisselle venait d'Angleterre, l'argenterie aussi, 1881. On a M. Chappet, Mme Georgina, des toiles qui datent de 1885 et la fameuse croix de tempérance. Autrement dit, la croix qui prouvait qu'on ne prenait pas d'alcool chez les Chappet. C'était un mouvement religieux qui était contre l'alcool. Donc ici, on ne buvait pas, sauf peut-être parfois en cachette. Fait que là, ici, je suis plus à mon âge, je suis dans mes pièces. Dans le fond, c'est ici que je mangeais, moi, en tant qu'employé, ainsi que les enfants. Les enfants, avant 12 ans, ne mangeaient pas avec la famille. Hein? L'étiquette était très sérieuse. On mangeait avec les employés de la maison, ici. Donc, on s'assoyait, encore une fois, des chaises très basses. Et les domestiques nous servaient. C'était aussi un lieu de travail. Vous pouvez voir, avant, il y avait un métier à tisser qui était juste là. On a un rouet, un dévidoir, un fer
qu'on faisait chauffer sur un poêle qu'on n'a plus malheureusement. Et les murs étaient très foncés, c'est parce que la suie du poêle rendait les murs très sales, donc les domestiques préféraient une couleur foncée pour ne pas avoir à laver tous les jours les murs. Alors bon, bien ici, éventuellement, on va faire 2 chambres avec la cuisine de tout à l'heure et la cuisine va devenir l'ancien fournil qu'on va rattacher à la maison. Donc on est plus en 1930 ici. On a un beau réfrigérateur, vous voyez, à l'ammoniac avec un compresseur. Il fonctionne et il y a une petite pédale en bas qui fait ouvrir la porte. Vous voyez? Donc, si on avait les mains pleines, on pouvait facilement peser sur la pédale et aller porter les choses dans le frigidaire. C'est une invention qu'on n'a plus aujourd'hui, malheureusement. Oui. On a ce qu'on avait besoin dans une cuisine, un pétrin à pâte, une baratte à beurre, le strict minimum, en fait, le moulin à viande, le batteur à œufs, les légumes qui ont de l'air absolument vrai. Le four à bois, ici, c'est la pièce centrale, c'est là qu'on faisait toute la cuisine. Ça arrivait souvent que les enfants qui étaient prématurés, on les mettait dans une boîte à chaussures sur le panneau du poêle pour leur sauver la vie. Beaucoup de mortalité infantile à l'époque. Les femmes accouchaient dans des maisons. Donc, ça a sauvé plusieurs vies, des poêles comme ça. Là, on avait évidemment, rendu en 1930, on avait l'eau courante, un bel évier, une penneterie pour faire la pâte. Et au plafond, vous voyez ici un petit trappe, c'était pour chauffer la chambre de la gouvernante qui était située en haut. C'était une petite chambre ça d'eau. Et la gouvernante, c'est elle qui s'occupait du bébé. Donc, c'est elle qui dormait à la maison. Si le bébé pleurait, elle se levait pour le consoler. C'était pas Mme Georgina qui se faisait ça. Suivez-moi, on s'en va à la glacière. Juste avant, ici, on avait un petit fumoir. Regardez, on a mis des gigots, des poissons. En fait, c'était un fumoir qui a servi seulement 2 fois, à 2 reprises, parce qu'il était trop près de la maison. Il avait emboucané toute la maison, Chappet. Les femmes étaient en colère. Georgina, Georgette, ils ont fait une crise. Finalement, on s'en est servi plus pour conserver la viande ou la faire dégeler. On prévoyait le repas du lendemain. Oui, prenez une bouchée si vous voulez. Ça va goûter de papier. Oui. Fait que ici, c'est vraiment la dépense. Le compartiment qu'on gardait tous les biens périssables au froid, les œufs, le lait, le beurre, ainsi que la viande, les denrées étaient toutes là-dedans. Donc, c'était plein. Et pour faire garder ça froid, on servait... En fait, le compartiment se trouvait dans une pièce complète remplie de glace. Ici, la pièce était jusqu'au plafond avec des cubes de glace qu'on isolait avec du brin de scie pour que ça fonde moins vite. Donc, du printemps jusqu'à l'automne, on avait du froid comme un réfrigérateur chez les Chappet. La chambre des filles, les filles passaient beaucoup de temps dans leur chambre à l'époque parce que, comme je vous ai dit, il fallait qu'il y ait le teint le plus pâle possible pour montrer leur statut social. Et ça se jouait dans les cheveux. Vous avez des belles épingles. On avait des chapeaux très hauts qu'on attachait à même la coiffe des filles. Donc, on a des épingles comme ça. Et pour se coiffer, justement, on avait des fers à friser qui étaient chauffés sur le poêle. Donc, un autre monde d'esthétisme à l'époque. Oui. Oh, même ici, vous avez... Je vais vous montrer un autre fer à faire des vagues. Regardez, on se mettait la couette et on enroulait. On avait un super de beau résultat. Qu'on dit. Nous sommes maintenant au complexe municipal de Saint-Denis où je m'en vais au symposium de peinture. Et moi, je m'en vais au Grand Salon des produits régionaux derrière moi. Allez, venez-vous-en. Tout d'abord, Sylvie, qu'est-ce que c'est que le Grand Salon des produits régionaux? Le Grand Salon des produits régionaux est né en 2004 d'un désir de faire connaître les produits de nouveaux producteurs, mais petits, et de producteurs qui sont déjà en fonction. C'est-à-dire qui font déjà de l'élevage de leurs animaux et qui veulent faire la promotion de leurs produits à la clientèle et aux restaurateurs. Le Grand Salon permettait à ces producteurs, transformateurs détaillants ou producteurs détaillants, de parler directement aux consommateurs et de vendre leurs produits en direct. Là. Tu ne peux pas avoir mieux. Là. Tout ce qui sépare le producteur du client, c'est une table. Donc, c'est direct. On voit la marchandise. Exactement. On peut goûter aussi. Tandis que lorsqu'ils viennent à la ferme, c'est pas toujours possible de faire le goûter. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme kiosque? Il n'y a pas seulement de la nourriture. Hein? J'ai été voir un peu, là, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on retrouve comme kiosque? À part de la nourriture, l'agroalimentaire, il y a des vins, il y a des produits bioalimentaires, c'est-à-dire les viandes,
l'érable, la pomme, tous les produits qu'on peut faire avec la pomme. Et il y a aussi de l'artisanat. Il y a des bijoux des personnes qui font les bijoux à la maison, qui vont à des événements comme ça. Il y a d'artisanat, des tricoteuses, des artisanes qui, pendant une bonne partie de l'année, si c'est pas toute l'année, tricotent des chandails, des bonnets, des mitaines pour justement les vendre à ces événements-là. Parce qu'en plus du Grand Salon des produits régionaux, bien, je m'occupe du marché de Noël au mois de novembre, qui est là depuis quelques années. Et quels critères que ça prend pour pouvoir exposer nos produits ici? J'imagine que c'est pas tout le monde qui veut présenter leurs produits qui peuvent le faire. Premier arrivé, premier servi. Ah, OK. J'ai un certain nombre de kiosques disponibles. Là, j'ai 34 exposants cette année. L'année prochaine, je peux en avoir 35, 36, 37. J'ai commencé à 9 la première année. OK. De bouche à oreille, ça a fait des petits. Donc, là, je suis rendue à 34 exposants cette année. Premier critère, c'est au moins d'être, si tu veux être dans l'agroalimentaire, c'est un producteur de viande. Lapin, porc, bœuf, etc. Puis de sortir avec ton produit, d'avoir un produit à vendre à ton client. Parce que c'est pas comme une boucherie, là. Là, c'est le produit strictement du producteur qui est à l'exposition. Au niveau des artisans, bien, c'est des produits régionaux. Même si j'ai des bijoux qui viennent de l'extérieur, bien, eux autres, ils font une bonne partie des salons qui sont dans nos secteurs pour se faire connaître. Puis, si jamais tu vas à Montréal, bien, ah oui, ça, je connais ça c'était un bon produit, c'est un bon bijou, puis tout ça. Bien là, de même, ou tu peux commander directement ton bijou par la malle. Si je suis curieuse là, et que j'aimerais essayer quelque chose ici, là, c'est quoi tu me conseilles d'aller voir? Sur quel niveau? Artisanat, agroalimentaire, n'importe quoi? Artisanat et agroalimentaire. Okay. Les deux. On va commencer par l'agroalimentaire. Moi, quand j'ai commencé mon entreprise en 2004, il n'y avait pas de place. Donc, j'ai fondé le Salon des produits régionaux, ça s'appelait vraiment Salon des produits régionaux quand j'ai commencé. On était dans une petite école, les tables étaient collées. Là, c'est devenu le grand salon parce qu'on est sur un grand site. Donc, il y aurait des chevreaux. Je viens de lancer mes pépérettes de chevreau. Il y aurait la pépérette de chevreau, le chevreau fumé, chevreau haché, saucisse. Il y a de l'agneau. Il y a là, aujourd'hui, on a du poulet. On a de l'anguille, qui est très bonne de l'anguille. On a du saumon. Ensuite de ça, il y a des bons fromages. On a la tonne du Kamouraska qui, là, commence à aimer nos salons, donc ils viennent régulièrement. Au niveau de l'artisanat, si tu cherches un petit bijou, quelque chose de personnalisé, qui va te correspondre à toi, là, personnellement, cette année, on a un nouveau bijou, là, les bijoux lune, qui se réfère à la date d'anniversaire. À notre date d'anniversaire. Pour savoir quelle lune avait dans le ciel. C'est ça. On est né. C'est ça. Mais il y a des bijoux plus traditionnels, là, mais bijoux fins, qu'on peut porter tous les jours. Il y a des beaux petits trésors à trouver. Au niveau de l'artisanat, il y a des tissages, il y a du tricot. C'est fait de leurs mains. Le tissage est fait de leurs mains. Regarde, tu peux pas avoir plus personnalisé que ça aussi, là. Tu as un coup de cœur pour une pièce. Ah, ben oui, ça ferait pour... Ah, ben ma mère, elle aime ça, ma grand-mère, elle aime ça, mon père. Ben là, c'est vraiment des cadeaux, là. Toi, tu les personnalises à la personne que tu aimes. Et vous avez parlé en 2004 qu'il y avait 9 kiosques en partant. Et là, vous êtes rendu à 35. 34 aujourd'hui. 34, excuse-moi. Qu'est-ce qui fait l'effervescence de ce grand salon-là? Qu'est-ce qui fait sa popularité? On a des beaux kiosques, des belles présentations de kiosques. C'est du monde qui sont, comment je te dirais bien ça, qui aiment parler à leurs clients, qui veulent faire sortir leurs produits. Donc, il y a du monde qui n'était pas là l'année passée, qui sont venus cette année. Ah, on a entendu. Bien là, tu l'as entendu. Bien là, à la télévision, à la radio, les journaux. Bien là, c'est une de mes amies qui y a été l'année passée. Puis elle m'a dit, il ne faut pas que tu manques ça cette année. C'est comme ça que j'ai des kiosques que normalement je n'aurais pas, puis des clients que normalement je n'aurais pas. Et tout ça pour encourager le monde d'ici. Le monde d'ici, les produits d'ici. C'est ça. Parce que les produits sont faits ici, sauf quelques-uns qui viennent de l'extérieur, mais plus vers du Kamouraska. Donc, ça donne une chance à nos touristes qui viennent pour des vacances, qui sont de passage. Ils nous entendent à la radio. Ah oui, on a reviré de bord pour aller te voir. Que demander de mieux? Merci beaucoup, Sylvie. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. D'abord, question très générale, qu'est-ce que le symposium du Kamouraska?
Le Symposium du Kamouraska, c'est le regroupement de 3 villages qui ont décidé de promouvoir l'art et la culture au cœur du Kamouraska. Ça regroupe 80 peintres cette année, dont 6 en chapiteau à Kamouraska. Les 3 municipalités concernées sont Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? On retrouve le talent du Québec et même de l'Europe cette année. On retrouve des paysagistes, on retrouve des portraitistes, on retrouve de la peinture moderne, du contemporain, de la peinture sur verre. Il y en a pour tous les goûts, dans le fond, là. Il faut venir voir pour savoir qu'est-ce qui se passe au symposium. Vous savez qu'au Kamouraska, on a les plus beaux paysages du Québec. Alors, les peintres sont heureux de venir mettre sur toile les beautés du Kamouraska. Et ça passe par les paysages et les maisons ancestrales, bien sûr. Est-ce qu'on peut se procurer ici même et sur les autres sites des toiles et d'autres objets d'art? Oui, vous pouvez vous procurer des toiles de n'importe quel peintre, celui qui fait votre bonheur, que vous aimez particulièrement. Il suffit de négocier avec le peintre et le symposium offre cette possibilité-là que les gens puissent acheter directement des peintres. Et comment se fait la sélection des artistes qui sont ici? Chaque automne, les peintres sont invités de par le site du symposium à s'inscrire. Ils doivent nous fournir un dossier récent, c'est-à-dire leur dernière production, leur évolution en peinture, les prix qu'ils ont gagnés ou les reconnaissances par leurs pairs. Et il y a un comité de personnes au niveau du comité organisateur qui se penche sur les dossiers, qui les étudie et qui en fait la sélection. Est-ce que vous savez si les artistes arrivent déjà avec leur plan en tête ou ils arrivent avec des toiles vides et ils les peignent dehors? Comment ça fonctionne? Ils arrivent ici avec des idées parce que beaucoup d'artistes sont ici depuis quelques années. Alors, ils connaissent déjà le Kamouraska. Et souvent, ils viennent au printemps prendre des photos et ils reviennent au symposium avec leurs croquis déjà commencés. Alors, nous, on estampille les tableaux parce que chaque symposium demande que ce soit fait des peintures sur place. On ne veut pas vendre que le consommateur achète des peintures d'il y a 4 ans ou de 5 ans. C'est des choses faites sur place. Qu'est-ce qui fait la popularité d'un tel événement? La popularité du symposium s'est implantée par elle-même. Au cours des années, vous savez que le symposium a commencé très, très petit et on a ajouté. Et le bouche à oreille et la satisfaction des yeux, c'est toujours ce qui nous amène à retourner voir. Et la population du Kamouraska, au tout début des années, il y a 21 ans, la population du Kamouraska n'était pas nécessairement présente. Maintenant, elle est présente. Nous avons, je dirais, plus de la moitié de nos visiteurs qui sont du Kamouraska. Et c'est très bon pour le tourisme. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir et bienvenue à Saint-Denis, à Kamouraska et à Saint-Germain pour la prochaine édition. Merci. Donc d'abord, entre nous les paniers, ça existe depuis combien de temps et c'est parti d'où l'idée? Alors, entre nous, c'est venu au monde en 2010 parce que vraiment, d'abord, j'étais une citoyenne qui aimait manger des produits locaux et j'avais de la difficulté à les retrouver sur le territoire sans avoir à faire 100 km pour m'approvisionner. Donc, l'idée est venue de les regrouper à un même endroit, dans une épicerie en ligne, sous forme de paniers qui peuvent être commandés à chaque semaine, même qu'il y a des citoyens qui se sont engagés, avec un panier engagé, donc chaque semaine, chaque 2 semaines ou chaque mois, ils reçoivent leur panier. Et ça prend des ressources quand même pour partir quelque chose comme ça. J'imagine que c'est pas ce qui manque au Kamouraska. Non, c'est très diversifié. On a de la boulange, on a des fromages, on a des charcuteries, on a des produits transformés, on a des traiteurs, on a même aussi, dans une formule épicerie, des produits de soins du corps, herboris, le miel. On a des produits d'entretien aussi. Est-ce que ça dépasse le territoire du Kamouraska? Légèrement. Il y a 2 producteurs qui sont dans l'îlet.
avec le bison et l'huile de tournesol bio. Et on a des collaborations aussi avec des producteurs de la région de Rimouski qui font des pousses. Donc, par la proximité, on essaye de compléter les produits pour nous faire un panier le plus garni possible. Quand on a lancé l'idée de démarrer entre nous, on a fait des rencontres publiques avec des producteurs, on a fait des contacts. C'est un petit monde, le Kamouraska, hein? Fait qu'on se connaît tous. Puis les producteurs qui étaient là en 2010 sont encore là aujourd'hui. Vraiment, ça s'est fait naturellement. Mais c'est sûr qu'il faut avoir quand même une conscience au niveau de l'achat local. Vraiment y croire, t'sais. Avoir le goût de vendre nos produits pour les gens d'ici. Et nous, d'être à la recherche des mangeurs de produits d'ici. Et qu'est-ce qu'on répond aux gens qui trouvent ça trop cher, les produits locaux, justement, qui ont de la misère à embarquer là-dedans parce que c'est trop cher? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les convaincre que ça vaut la peine? Bien, en termes de qualité-prix, c'est pas plus cher. Puis pour les convaincre, moi, je leur dirais que ce qui coûte cher, c'est la nourriture à bas prix qu'on achète en spécial, qu'on jette à la poubelle à la fin de la semaine. Ça coûte cher. Alors que quand on s'achète un bon produit qui est équivalent rapport qualité-prix, qu'on savoure, qu'on a le plaisir de la table, le plaisir de le partager, bien, honnêtement, je pense qu'il n'y en reste pas dans notre assiette, puis c'est pas un menu qui se termine à la poubelle. Donc, c'est ce que je pourrais leur dire. Mais je vous dirais, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà juste du produit parce que ce qu'on recherche, c'est aussi une traçabilité. On veut savoir d'où viennent nos produits. Alors, ça arrive souvent que des citoyens vont me dire « Je vais avoir tel produit de tel producteur ». Parce qu'on sait qu'on aime son produit, on sait qu'il est bien fait, on sait les ingrédients qu'il utilise. C'est pas comme rentrer dans une grande chaîne où on n'a aucune idée comment et où a été façonnés nos produits. Ici, c'est pas le cas. On se connaît, on sait qu'est-ce qu'on met dedans, on sait comment c'est fait. Alors, c'est une information privilégiée et un contact. C'est ça un peu mon rôle de courtière rurale, de faire le pont entre les citoyens et les producteurs. Avez-vous des produits vedettes? Les produits vedettes, l'été, on a des légumes de qualité, c'est exceptionnel. Nous avons des produits biologiques. Il y a Fou du cochon qui fait une belle gamme de cochonailles biologiques. Les confitures de Jardin du Bedeau, c'est les meilleurs au monde avec des grosses fraises qui éclatent. Bref, je pense que chacun des producteurs a sa particularité. Il y a des choses qui ne se font pas ailleurs, comme des produits de bord de mer, des jus d'églantier et de sureau. Vraiment, là, nous avons un terroir et un terrain très fertile. Bien, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.